Bonsoir, bonjour à tous et à toutes, et nous concluons donc ces 24 heures avec une conclusion en compagnie de 3 membres du GRIP, Vincenzo Sicheli, merci d'être là, Riga Sarvanitis qui était ici également, et Ariane Andelbot qui est avec nous, ainsi que 2 des fondateurs, Vera Bor et Rudy Bor du Civic City, qui sont donc les organisateurs de cette manifestation. Comment conclure? C'est toujours la question qu'on se pose quand on est un écrivain, un cinéaste, un artiste ou même un écrivain de sciences humaines. Et comment conclure, comment terminer, c'est toujours assez difficile, surtout après 24 heures de discussion ininterrompue tout autour du monde, autour de cette question de la globalisation. Est-ce que d'abord, chacun d'entre vous, en 2 minutes ou 5 minutes, puisque vous avez suivi beaucoup des débats, peut non pas tirer une leçon ou plusieurs leçons de ce que vous avez entendu et de ce qui a été selon vous, les axes saillants de ce qu'on a pu entendre? Vincenzo Sicheli, qu'est-ce que vous avez pu entendre, vous, dans toutes ces discussions? Bon, alors, d'abord, une confirmation de ce que je pense depuis très longtemps, que nous avons un besoin fondamental de Global Studies. C'est-à-dire Global Studies, les études globales, c'est-à-dire de quelque chose qui permet de sortir du point de vue qui est strictement local, voire national, et comprendre que toute société aujourd'hui, même la plus enfermée, la plus nationaliste, et surtout celle-là d'ailleurs, ne peut pas s'exempter de vivre dans un monde qui quelque part la façonne. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des grandes forces sont transnationales. Pour preuve, la question depuis 25 ans, ce qui a changé, c'est que nous avons assisté à 25 ans à une multiplication des crises globales. Il y en a toujours eu auparavant, sauf qu'à partir de 2001, et donc de l'attaque aux tours jumelles, jusqu'à aujourd'hui, sans compter ce qui se prépare, nous assistons à des crises globales qui ont affecté toute une génération. Nos étudiants et mes enfants n'ont connu que des crises qui, elles, ont une nature globale, je répète, elles ne sont pas locales. Voilà, donc c'est ce que j'ai entendu en 24 heures, c'est ce en quoi je croyais. Mais c'est bon toujours de le voir étayé, de voir que d'autres collègues s'y collent, et que donc, en dépit de la diversité des langages qu'on utilise, des concepts, des matériaux et des points de vue, je crois qu'on est là en train de construire un langage commun, un référentiel commun. Alors, je ne sais pas comment le nommer, mais il y a un savoir global qui aujourd'hui devient un bagage de tous les sociologues, anthropologues, démographes, politistes, que sais-je, géographes, qui veulent essayer de comprendre le monde tel qu'il est aujourd'hui, et pas... Mais avec quels outils? Parce que pour comprendre le monde, il faut avoir des outils spécifiques, pourrait-on dire, qui sont à l'échelle globale, parce qu'effectivement, on ne peut pas se passer simplement, utiliser simplement les outils qui ont été construits pendant des siècles de savoir occidentaux, en particulier avec des outils qui ne parlaient qu'une des petites régions du monde, d'une certaine manière, voire d'une nation. Oui, c'est ce à quoi s'attellent les historiens depuis maintenant 25 ans, 30 ans, ce qu'on appelle une histoire connectée, par exemple. Bon, c'est ce que font les géographes en ayant introduit la notion de frontière d'échelle, parce que la globalisation serait d'autre que la multiplication des échelles et de voir que le local et le national ne sont qu'une échelle possible. Il y en a d'autres, supranationales. Ça, c'est un concept aussi important. Et la science politique, de son côté, en essayant de voir qu'il existe des phases d'expansion et contraction, excusez-moi de parler un langage marxiste qui s'applique au capitalisme, mais la globalisation fonctionne de la même façon. C'est-à-dire qu'en un moment, on voit des phases dans lesquelles il y a plus de multilatéralisme et d'ouverture entre collaborations, et d'autres, comme celle-ci, où ça se restreint. Et puis, je pense que les économistes aussi, eux, ils ont compris un truc, c'est-à-dire que pour la première fois de l'histoire de l'humanité, nous avons une infrastructure qui est exactement la même, celle du capitalisme global. Le capitalisme n'a jamais été aussi global. Et en dépit des variantes locales, il fonctionne d'une façon qui est très très proche de la Chine aux États-Unis. Vera Bor, est-ce que justement cette question de la globalisation et des outils pour pouvoir la lire vous est apparu dans toutes les discussions qu'il a pu y avoir comme étant en particulier nécessaire avec cette idée de solidarité que Civic City porte en réfléchissant justement à une contre-globalisation économique, par exemple? D'abord, j'aimerais bien vraiment remercier GRIP pour avoir ouvert cet espace avec ce qu'il est très important, les risques aussi. Donc, vous n'avez pas contrôlé la parole, vous avez accepté l'agora, la hétérogénéité des positions entre des positions situées
Donc, des militants qui ont pu, parce qu'on a eu plus de 80 positions, qui ont pu exprimer sans être contrôlés, parce qu'on a eu un multiperspectivisme. Et ça a donné la possibilité qu'on ne doit pas protéger la parole qui peut... Non, on peut parler et échanger, on peut faire discuter, faire agora. Et pour moi, cette lecture qui est transversale, mais qui interconnecte, c'est qu'on ne connecte pas si on réfléchit à tout. Donc le chaos, mais c'est pas un chaos qui est que comment dire, qui est que chaotique sans système. C'est quand même cette interrelation qu'on a créée qui fait on se met en lien et on essaye à comprendre ensemble. Et c'est ça pourquoi on a créé ces 24 heures, parce que on a besoin. Moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin des références qui sont ultra spécifiques et ceux qui sont plutôt dans une abstraction. Mais l'un a besoin de l'autre pour avoir une force. Parce que si les uns restent dans leur tour d'ivoire, ça ne sert à rien. Et pour moi, il y a eu une image qui est apparue dans plusieurs discussions. C'était la mangrove. La mangrove dans une utilisation complètement différente. Les uns ont utilisé comme un milieu menacé. Donc, ils ont eu un regard des environnementalistes. Donc, et les autres biologistes, plutôt, qui ont dit, mais c'est un système qui est réparatrice, qui digère et qui se refait. Donc, c'était aussi un autre. C'est glissant, par exemple, Sylvie Glissant dans une autre heure, voilà, c'est la pensée mangrove. Donc, c'est plutôt le métaphore, une manière de lier. Donc, dans la section d'urbanisme, et je fais juste cette tour et après je m'arrête, mais c'était plutôt l'aspect rhizomatique de mangrove. Donc, il y a tous ces éléments et c'est intéressant quand ces concepts reviennent dans des contextes différents, utilisés autrement. Et ça, c'est exactement ce qui m'intéresse. Heureusement, c'est pas encore un concept qui est approprié par le capitalisme. Il faut le souffler. Ça pourrait venir. Parce que vous me parlez de la mangrove digère tout, mais le capitalisme digère pas mal aussi. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave. Oui, mais il va avoir mal. C'est pas grave. Rudy Bord, sur ce point, justement, sur ce que vous avez retenu aussi de cette discussion et peut-être aussi des capacités, comme le disait Vincenzo, de recréer justement des global studies, réfléchir à cette question-là. Enfin, elles existent déjà, mais simplement de les remettre en lien pour que ce type d'événement puisse se multiplier. Alors, déjà, l'utilité de ces global studies, c'est clair. Je crois qu'on en a montré une preuve et on a montré la richesse de cette diversité des approches et du fait qu'il ne faut pas en avoir peur aussi. Absolument. Parce qu'effectivement, on a été, pour beaucoup d'entre nous, formés dans des concepts qui étaient beaucoup plus nationaux, qui étaient beaucoup plus régionaux, et qui, d'une certaine manière, peut-être parce qu'on ne maîtrisait pas un certain nombre de langues qui sont un peu nécessaires pour pouvoir faire ces global studies déjà, mais aussi avec l'idée qu'il faut passer le pas, aller au-delà des frontières, imaginer des choses. Ça, il y a cette peur qui est toujours naturelle. Bien sûr. Et nous faisons peur aussi, parce que peut-être qu'on n'est pas tout à fait dans la maîtrise scientifique, avec les méthodologies scientifiques, mais j'ai trouvé extrêmement intéressant le passage, je dirais, de rendu compte de recherche très maîtrisée, avec des thématiques et très spécifiques. Des perceptions bien dans le micro, très importantes. Et puis, peut-être ce que Bourdieu dit de ce que nous devrions un peu plus faire dans la science, c'est prendre position. C'est de temps en temps aussi de crier, et de temps en temps, et ça c'est peut-être un peu ce que Civic City a fait de son côté, et la rencontre entre ces deux logiques, moi je l'ai trouvé extrêmement intéressant. Il y a eu des moments qui ont indéniablement, où on a crié, et puis d'autres où indéniablement la réflexion a permis de fonder un certain nombre de critiques, et où cette neutralité presque
parfois, moi, je reproche à la science, cette retenue énorme était aussi présente. Donc, l'un a renforcé l'autre. Moi, j'aimerais juste finir en rendant peut-être hommage à une personne qui a manqué, c'est Mireille Delmas-Marty, qui, bien entendu, sur ce propos-là, aurait encore enrichi notre propos d'une dimension juridique à la manière que j'aime. Mireille Delmas-Marty était designer, c'est-à-dire elle concevait ce qui n'était pas encore conçu. Oui, ça c'est effectivement très important. Ariana Nevot, est-ce que vous voulez ajouter votre grain de sel à cette discussion conclusive? Moi, je dirais ce que j'ai retenu de ces 24 heures, et je pense que c'est un peu avec ce que Rudy vient de dire. Je trouve que ça a été une belle preuve que malgré la difficulté, moi je témoigne ça après 4 ans d'être avec les grippes et suivre un peu la partie opérationnelle et comment animer ces réseaux. Je trouve qu'il y a quand même il y a eu un bon geste de la part de ces chercheurs qui nous ont suivis depuis le départ. Ça a été une preuve de cette fédération qu'elle est un peu aussi invisible dans l'université et qu'elle est peut-être même invisible auprès d'entre les chercheurs. Ils ne sont pas conscients que font partie de ça. Et nous faire confiance, de dire on va jouer léger et on va être ouvert à échanger avec d'autres gens qui ne sont pas dans le monde de la recherche. Pour moi, ça a été c'est lancé un peu au vide parce que je sais, après ces années, que ce n'est pas une chose facile à faire. Et pourtant, chacun ou chacune d'entre vous, vous le faites par vos travaux de recherche, d'une certaine manière. Vous travaillez avec des acteurs sociaux, vous travaillez avec des associations, vous travaillez avec tout un tas de personnes qui ne sont pas du monde universitaire. Et donc, vous êtes habitués individuellement à faire ce travail d'aller-retour entre les concepts et le terrain, et ça fait partie de votre formation d'une certaine manière. Mais c'est là où j'ai trouvé intéressant, et c'est pour ça un peu qu'on s'était lancé sur cet exercice de faire un format qui essaye de casser les colloques typiques. C'était justement parce que je trouve que les chercheurs et chercheuses font ça de façon naturelle, recherche, action, terrain, écriture. Mais les moments qu'on les met à parler en format colloque traditionnel, ils se mettent eux-mêmes aussi dans cette rétention un peu. Et les formats différents de marathon, je pense, ça a été un défi énorme pour avoir des gens qui peuvent nous suivre pendant les 24 heures. Mais par contre, je trouve que les gens qui ont intervenu ont joué ces jeux naturellement. Oui, Vincenzo Cicchelli, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être fait? Oui, bien sûr, évidemment. Je pense que cet acte conclusif du GRIP, nous avons espéré que ça continue, mais enfin bon, c'est comme ça. Et à l'illustration de illustre bien ce que nous avons été. C'est-à-dire, nous avons réussi à faire quelque chose dans lequel on ne croyait pas tellement au départ, ou certains ne croyaient pas, mettre ensemble des gens qui viennent d'horizons différents. Mais ceci est fondamental à l'intérieur et à l'extérieur, en France et à l'étranger. C'est-à-dire que nous sommes saisis de ce qu'il y a de meilleur dans la globalisation, son dimension inclusive. Parce que, il est de bon ton de dire que la globalisation, c'est le mal absolu. C'est pas vrai. La globalisation donne aussi des chances inouïes à certains parce que ça réinvente des arènes différentes, des compétitions différentes, distribue les ressources. Il y a des pays qui tirent leurs épingles du jeu, et beaucoup mieux que d'autres, des classes sociales aussi. Alors, ce qui compte, c'est qu'on arrive à maîtriser cette situation. Mais ça, c'est tout autre chose. Donc, nous avons réussi à créer une dynamique inclusive, et Ariana l'atteste, et je pense que le colloque qui a eu lieu ces 24 heures montre bien cette capacité dynamique. Oui, et dans une dimension qui est particulière, parce qu'on a parlé globalisation économique, on a parlé globalisation politique, on a parlé des organisations internationales, et on a parlé aussi de globalisation culturelle. Effectivement, on a ouvert avec cela en évoquant Madagascar. On conclut avec vous qui travaillez sur une globalisation culturelle particulière qui est celle de la K-pop, par exemple. Et donc, à partir de là, il y a quelque chose de neuf qui naît justement de ces globalisations, avec des centres qui se déplacent avec un intérêt des Européens qui étaient portés naturellement c'est jamais naturel, culturellement depuis quelques décennies sur l'univers anglo-saxon et qui se déplacent à l'autre bout du monde, du côté de l'Asie, etc., etc. Absolument. Je pense que, n'en déplaise à certains, je crois qu'en dépit de son caractère violent et qui peut produire des formes de désagrégation,
du point de vue purement culturel, aujourd'hui, on peut dire que la globalisation culturelle est de type véritablement cosmopolite, c'est-à-dire polyphonique. Je crois que c'est la première fois que ça arrive. Et parce que les centres de production se sont multipliés, ils surgissent aussi dans les pays qui n'étaient pas outillés, comme le Nigeria. Le Nigeria est en train de devenir un grand pays de production de pop culture. Pas simplement le film, on le sait, depuis des décennies, des années, mais maintenant aussi dans le domaine de la musique. Donc voilà, du point de vue strict de la pop culture, la globalisation fait du bien. Oui. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce qu'on cherchait les bonnes nouvelles quand même. Par rapport au reste, oui, c'est peut-être, par rapport à la guerre en cours, oui, aux guerres en cours, oui, bien sûr. Riga Sarvanitis, alors justement, propos conclusifs de ces 24 heures, de cette collaboration entre deux organisations de nature différente, mais qui néanmoins concourent à faire un travail en commun. Alors déjà, beaucoup de choses ont été dites que je ne vais pas répéter sur la nécessité de faire travailler ensemble chercheurs et profanes, enfin voilà, pour le dire simplement, et surtout des domaines différents. Moi, je comprends absolument rien à ce que racontent les gens dans le design, mais on a eu un débat dans une des tables rondes justement autour de la science ouverte et clairement il y a des tas de terrains sur lesquels on pourrait travailler ensemble. Une certaine permanence est nécessaire et pour le moment le GRIP a vécu pendant 4 ans dans une relative aisance, même si c'était pas non plus des mille et des cents. L'université Paris-Cité a décidé de retirer ce financement en nous mettant dans une situation dans laquelle on a été peu outillés, disons, pour résister à la force d'organisation d'autres domaines disciplinaires. Je voudrais en profiter pour dire une chose sur une conclusion un peu générique sur le contenu de ce colloque virtuel et présentiel, mais surtout beaucoup virtuel. Je vois 3 termes. Le premier, c'est circulation. On a beaucoup parlé de circulation, de circulation d'idées, de circulation d'objets, de circulation de musique, de circulation culturelle, etc. Le deuxième, c'est la fragmentation. En fait, la mondialisation, elle a produit un monde extrêmement fragmenté. Un monde fragmenté selon des dimensions qui ne sont plus nationales, mais qui sont thématiques, qui sont politiques, qui sont idéologiques, qui ne sont plus nationales. On a beaucoup parlé tout de même de la renationalisation devant l'effet de la globalisation. Justement, j'y crois assez peu et je pense que c'est de l'enracinement dans des régions. J'en veux pour preuve que tous les pays démocratiques qui ont connu des régimes démocratiques vivent cette fragmentation de leur espace politique qui rend ingouvernable l'espace national. Et j'en veux pour preuve aussi que dans des domaines comme l'ingénierie, les gens circulent plus facilement dans leur propre spécialité et assez peu en dehors de ça. Même dans les styles, dans la jeunesse, c'était à la mobilisation. En fait, il y a une jeunesse qui n'écoute pas de la K-pop et elle existe et elle est moins présente, elle est pas définie nationalement. Elle est peut-être moins visible, mais elle est ailleurs. Il y a toujours des gus avec des motos, comme il y en avait en 1960, à sillonner l'Ouest américain, sauf que ils votent pour Trump maintenant. Et je pense que d'une manière générale, donc circulation, fragmentation a joué un rôle absolument important. Et le dernier, c'est, je viens de le dire, c'est l'inégalité. C'est-à-dire qu'en fait, ce monde est beaucoup plus inégal, pas seulement économiquement, ce que les économistes avaient bien repéré bien avant nous, évidemment, puisque la première analyse de la globalisation a toujours été celle-là. Les latino-américains ont été plus conscients que nous, d'ailleurs, sur le danger de la mondialisation économique et financière. La table ronde sur la financiarisation l'a bien souligné. Et de manière générale, on a toujours sous-estimé l'inégalité dans nos analyses, même quand on en a fait notre objet d'analyse. Je crois qu'on l'a toujours sous-estimé dès qu'on s'est mis à parler de globalisation. Comme si on espérait que la globalisation soit le domaine, soit cette possibilité, que ça nous ouvrait une possibilité qu'on avait perdue dans l'analyse du national. Alors, je me trompe peut-être, mais voilà. Toutes ces choses sont pas... Bon, voilà, c'est un peu aussi ma façon de lire les choses. Parce que
ça permet de me répondre à ta première question, Emmanuel, sur ce que je tire du colloque. Ce que je voudrais tirer aussi de la rencontre qu'on a eue entre nous, c'est peut-être que le GRIP va peut-être exister ou pas dans les années à venir, on verra bien. Ce qui me semble important, c'est de se dire qu'on a fait quelque chose qu'on croyait. On a soutenu quelque chose qui n'est pas nouveau, mais voilà, ça a été vraiment notre religion, que pour comprendre ces phénomènes, il faut faire du travail d'enquête. Un travail d'enquête régulier avec des vrais protocoles, avec une vraie attention, avec une rigueur, et on peut pas s'amuser à juste répandre des généralités. Et je pense que ce travail d'enquête, ça a été vraiment le credo du GRIP. On a refusé des financements à des projets qui nous semblaient être juste de la répétition de choses qu'on avait déjà entendues. Quelqu'un dans une des tables rondes récentes disait que un bon critère de la qualité, c'était l'étonnement. J'y crois beaucoup. Et l'étonnement nous est jamais venu. J'ai en face de moi Jessica Porras. Quand elle est revenue du Ghana en nous montrant la circulation des voitures usagées en Afrique, on était tombés tous sur le cul quand on l'a écouté. Et je pense que j'en ai des dizaines d'exemples comme ça. En moins de 4 ans, on a produit des dizaines d'exemples de cet étonnement que nous fournit l'enquête. Rudy Bord, est-ce que habituellement, pour parler de globalisation, on imagine des organisations internationales qui sont faites pour ça? Il y a l'ONU, toutes les agences de l'ONU sont là pour ça. Là, ce qui est un peu original dans le travail que vous avez mené ensemble entre le GRIP et Civic City, c'est que ça n'est pas à ce niveau-là que s'est passé justement dans la réflexion en commun. Ça s'est passé entre un centre universitaire de recherche, une association, enfin une structure associative et organisationnelle comme la vôtre, et donc d'une certaine manière à un niveau moins élevé, plus bas, pourrait-on dire, plus proche peut-être du terrain. Est-ce que cela c'est important, utile pour mieux réfléchir à cette question des effets de la globalisation sur notre monde? Alors, déjà, l'organisation internationale avec qui on a travaillé, la Fondation Roselle Luxembourg, travaillait sur le terrain aussi. Hein, donc on avait... Oui, non, mais moi quand je parle des très grandes organisations internationales. D'accord. Oui, ouais, je pense qu'on était à la juste échelle et ce qui me plaît toujours dans ces 24 heures, c'est justement de mélanger des choses extrêmement concrètes, des recherches très précises. Ah, votre micro commence à affaiblir. Prenez-en. Prenez-en. Hop. Ah ouais, voilà, allez-y. Voilà, des éléments extrêmement précis et fondés sur le terrain, etc., avec des approches peut-être plus militantes, plus abstraites et plus même parfois utopiques. Après, moi j'aimerais juste, puisque c'est annoncé que le GRIP probablement ne se poursuivra le GRIP pas porte de bien son nom, ça se grippe peut-être momentanément. Après, il faut trouver du dégrippant pour dégripper le GRIP, peut-être, on verra. Je crois qu'il est intéressant de savoir que Civic City est le fruit du même processus. On avait un institut à Zurich qui s'appelait Design to Context dans une certaine école, une école supérieure, etc. On était exactement dans ce schéma de subvention qui nous permettait de faire travailler des chercheurs, etc., fermé. Et pourquoi tous ces instituts de cette manière, qui pensent un peu librement, sont fermés? Il faut quand même aussi peut-être se poser la question. Mais de cette fermeture est né quelque chose peut-être où on a essayé, c'est pas facile tous les jours, mais de travailler sur l'autonomie. Oui, Vera Bohr, sur ce point. Voilà, c'est un institut autonome de recherche et ce que j'ai dans ces 24 heures vu, c'était une jeune génération de chercheurs qui ont trouvé l'abri avec leurs recherches non conventionnelles qui en a tellement besoin parce que pour moi ça reste là j'adhère à Doudou Dienne, mais on a eu plusieurs positions. La globalisation dans son sens économique, c'est un
pensée économique, et c'est pas cet échange interrelationnel dont on parle. On peut dire mondialisation. Voilà, pour moi, c'est le planétaire. C'est peut-être plusieurs définitions on a besoin pour préciser ce qu'on veut dire derrière ces mots, parce que c'est dangereux de confondre, et c'est normal, hein, c'est normal, et c'est pour ça qu'on a eu besoin de ces voix différentes. Je veux juste revenir sur ces jeunes chercheurs qui ont montré il faut thématiser la crise, il faut la affronter, mais le vivant a une force d'invention, une force de résistance, il faut se allier pour résister, et peut-être le GRIP, le plus grand compliment, et aussi il a une obligation de poursuivre. Pour moi, je remercie que j'ai pu être dans cet lieu-là qui pour moi reste encore un chapelle de la pensée, parce que c'est des lieux qui sont précieux. Parfois on doit les quitter, mais pas pour les vraiment quitter, pour juste trouver d'autres lieux planétaires dans lesquels on va se réunir, et une porte ferme, une autre s'ouvre. On va les ouvrir là ensemble avec ce mouvement on a créé avec ces 24 heures. Ariana, Merci. sur d'autres visions conclusives? Oui, non, je voudrais peut-être juste ajouter à tout ça. Je trouve aussi que c'est un lien un peu avec ce que Vera vient de dire aussi, c'est peut-être sortir d'une porte pour en ouvrir une autre, dans le sens que ça prend du temps. C'est le temps, faire référence au temps, donc les 24 heures, c'est peut-être aussi une façon de montrer que c'est pas une question fédérée, animer un réseau, mettre des disciplines différentes en relation, de langages différents, ça demande du temps et beaucoup d'efforts de la part de tout le monde vouloir faire partie de ça. Et ça pour moi, ce déroulement avec les airs, c'est une façon symbolique de montrer que c'est vraiment pas avec 2 minutes que tu crées un institut interdisciplinaire. Et pour répondre à l'université, voilà. Donc, je trouve qu'on était vraiment dans ce processus et que les stopper, c'est juste une erreur dans le sens que ça va continuer à se faire, ça, probablement, mais ailleurs, voilà. Ouais, Vincenzo, sur ce point. Oh là. Je suis toujours optimiste, comme disait Gramsci, par la volonté, la pessimiste par l'intellect, parce que avant 5 ans, nous avons assisté à la marchandisation du savoir. Les universités sont devenues des noyaux durs, des éléments forts du capitalisme global. Elles produisent la globalisation de nos universités, pour tout un tas de raisons. C'est même en descente de la globalisation. Mais la version libérale, ultralibérale, c'est la globalisation, pas celle inclusive. Celle qui fragmente, par exemple, celle qui crée des rapports de force, des hégémonies, etc. Bon, alors, pour preuve... Mais on y participe bon an, mal an, d'une certaine manière. Mais comme pour le reste, nous sommes des agents de la globalisation. Bien sûr. Du moment où je me balade avec ça, je suis un agent de la globalisation. Je ne suis pas quelqu'un qui la subit passivement, vous avez raison. Alors, je suis pessimiste dans la mesure où je vois le cynisme le plus nauséabond qui conduit à penser que des instituts sont en concurrence entre eux et à appliquer systématiquement une sorte de darwinisme académique. Ça, c'est du cynisme. Donc, les meilleurs doivent survivre. Les meilleurs, mais en fonction de quels critères? C'eût été le critère qui est celui vraiment du libéralisme, c'est-à-dire celui de l'évaluation, j'aurais été d'accord. Mais ça n'a pas été le cas. Là, nous sommes devant l'arbitraire qui décide à un moment qu'il y a une idée, finalement, elle est moins intéressante parce qu'elle a vieilli, et que d'autres doivent venir parce que nous ne sommes pas une université, nous sommes une start-up. Et dès que le mot start-up est lancé, vous avez ouvert la boîte de tous les mots et vous l'écrivez comme vous voulez, quoi. Riga Sarvanitis. Alors, si on avait été évalué à l'aune néolibérale, on aurait dû nous mesurer sur la base du budget qu'on aurait ramené ou bien de l'argent qu'on aurait levé. On a levé 0 €, on n'a fait que dépenser de l'argent qui a permis à des tas de chercheurs assez jeunes
de faire des travaux de terrain qu'ils n'auraient jamais pu faire autrement. Quand on a fait une enquête auprès des personnes qui nous ont, qui sont venues vers nous avec des projets c'était pas non plus des sommes extraordinaires, ça se promenait entre 20 et 35 000 euros l'argent qu'on distribuait par projet. Les personnes nous ont dit, ben oui, ça nous a permis de finir ce projet, monter un nouveau terrain, arriver à comprendre une situation qu'on connaissait mais dont on n'avait aucune information. Donc on avait ouvert la... C'est pas un argument suffisant pour faire vivre un institut interdisciplinaire à l'université, dans celle-ci, mais je pense dans toutes les universités. Il me semble que on n'avait pas non plus les moyens pour avoir dirigé un autre institut interdisciplinaire beaucoup plus mieux doté, qui dépensait presque 600 000 euros par an, ou voire plus. Je me demande, enfin, le critère qu'on utilisait pour nous faire mousser, c'était le nombre de personnes qui étaient recrutées dans les instituts qu'on avait financés comme postdoctorants. On n'avait pas l'argent pour faire ça, évidemment. Et là, le seul grand argument que peut encore utiliser une université pour se défendre un peu son autonomie par rapport au monde économique, ça serait en fait ça, la formation de gens qui ensuite deviennent des chercheurs, des enseignants ou des chercheurs ailleurs. Voilà, c'est ça. On n'avait pas cet argument parce qu'on n'avait pas non plus les moyens de se concentrer sur ça. Et en 4 ans, clairement, on ne peut pas le faire. Mais je pense que l'université, dans cette compétition dans laquelle nous avons été cette année, n'a pas été honnête. Je le dis même en sachant que j'aime beaucoup en plus le président de cette université, donc c'est pas du tout une question personnelle. Je pense que la compétition n'a pas été honnête. Les critères selon lesquels étaient évalués les projets dans la foire aux questions, c'était « ils seront décidés plus tard ». La manière dont a été organisée l'évaluation était totalement opaque. La manière dont s'est fait le choix des évaluateurs était probablement très honnête de la part des gens qui l'ont fait, mais n'était certainement pas à la hauteur des enjeux. Et je pense aussi que l'université a décidé, plutôt que d'avoir une politique de recherche, de choisir le terme de compétition comme objet de définition de sa propre stratégie. C'est-à-dire qu'il faudrait faire 24 heures sur la compétition, peut-être la prochaine fois, pour essayer de comprendre ce qui vous est arrivé. Voilà. Ruy Dibord. Je crois que c'est vraiment intéressant. Et je crois que plus tard, il faudra voir par quoi vous avez été remplacé. Nous, on a été remplacé par un nouvel institut qui devait s'appeler Design Banking, qui n'a pas tenu très longtemps. Banking design, c'est-à-dire faire le design des banques. Voilà. Donc il y a parfois quand même derrière ces choses-là des choses beaucoup plus politiques qu'on ne le pense. C'est-à-dire ceux qui utilisent l'argent pour le distribuer et faire de la recherche sont critiqués. Parce que ce qui est demandé aux instituts de recherche, c'est de trouver de l'argent. Donc de passer du temps à aller remplir des papiers. Et ça, c'est un point sur lequel peut-être on n'a pas encore assez parlé. C'est à quel point la globalisation a entraîné une énorme bureaucratie, alors qu'elle est partie sur un concept de débureaucratisation. C'est énorme le temps que nous passons tous aujourd'hui à chercher de l'argent, à contrôler, à sécuriser, etc., au lieu de faire notre travail qui consiste à transmettre du savoir et à en créer. Vera Bor ? Et je pense qu'il est important, même si parfois on choisit l'autonomie, quand même encore lutter pour que l'université reste pas sur ce chemin autodestructif, parce qu'il perd sa vocation. La vocation est une recherche libre pour penser la société du demain. Elle est créée dans cette logique d'autonomie, mais ce dispositif de la globalisation économique, elle détruit
tout et s'autodétruit finalement lui-même. Je vais vous poser une question étrange. On est dans une économie administrée en France depuis tellement de générations qu'on ne sait plus très bien à quand ça remonte. Cette notion même de l'autonomie, c'est une notion qui a souvent été critiquée parce que justement on disait si on sort de l'université, si on sort de la recherche, si on va dans le milieu marchand ou dans le milieu civique comme vous le pensez, est-ce que on peut garder son autonomie parce qu'on a toujours plus eu confiance dans les structures étatiques qui montaient justement des programmes entre guillemets au nom de la démocratie et de la République plutôt que dans ces structures qui sont extérieures aux structures étatiques. Qu'est-ce que vous en dites de cela, Vera Bor et puis Rudy Bor? Moi, je fais lien à François Julien qui parle de l'écart. On prend du écart, mais on reste en relation. Et la relation, cet écart est fait pour précisément transformer le système. C'est qu'il est très dur parce que les moyens, et on a beaucoup parlé de la précarité et la nécessité, mais pour moi, c'est le lien entre les sciences, ceux qui se donnent les moyens de penser, et les mouvements sociaux, c'est existentiel parce que sinon on ne peut pas transformer ces lieux de ressources. Et on doit fêter les 4 ans qu'on a eu, nous avons eu aussi des années, mais pas lâcher. Je pense que vous le faites pas. Cet événement est témoin de pas lâcher. Et ceux qui ont bénéficié sont des ambassadeurs et ambassadrices de cette pensée. Elle est sémée. Rudy Bor. Si le GRIP a encore un tout petit peu d'argent pour soutenir une recherche, il faudrait faire l'histoire et la recherche de tous les instituts de recherche qui ont été fermés en France depuis les années 60. Parce que je pense qu'on ferait extraire de cette, donc Vincennes et bien d'autres, on ferait une sorte de portrait. Une histoire intellectuelle en tous les cas, au minimum une histoire intellectuelle avec ses aléas, pour être honnête. Ouais, et ses rapports de force, effectivement. Quand même. Et comment à chaque fois qu'un institut commence à avoir du succès, commence à être faire son job, on le détruit. C'est pas qu'il est autonome, c'est parce qu'il fait ce que l'institut devrait faire. Oui. Devoir sociétal. Avec un gâchis fou de l'argent. Vincenzo. Avec un gâchis fou de l'argent du contribuable, parce que nous avons eu pas mal d'argent pendant 4 ans, et maintenant que nous avons atteint la vitesse de croisière qui permettait de déployer cet investissement et le rendre rentable, comme il dit, c'est là qu'on nous empêchait de continuer. Donc, vous voyez, le gâchis de l'argent du contribuable. Moi, je suis aussi un contribuable, en plus d'être un fonctionnaire. De ce point de vue-là, je me dis, c'est plus que de la myopie, c'est du mauvais usage de l'argent public. Un dernier mot, est-ce que vous voulez conclure encore la conclusion? Absolument un dernier mot pour remercier toutes les personnes qu'on ne voit pas, celles qui sont là derrière. À la technique. Celles qui étaient au studio à Civic City, celles qui ont fait tout le travail d'organisation. Je pense là à Sophie, à Laura. Toi, tu as fait la liste. Je les nomme, ça va vite. Laura D'Alberto, Susanna Cherry qui ont organisé, Sophie qui était tout au début, Arnaud Nicolas, Colimbro, Héloïse, Molly McVeigh, Subaya Bor et Ruben Delacour qui ont assuré cette organisationnelle complexe mondiale qu'on a fait. Et ça c'est côté Civic City, côté GRIP. Alors Ariadna, puisque oui, côté GRIP. Non, je voudrais vraiment remercier beaucoup Esteban González qui m'a beaucoup aidé avec la programmation, avec le savoir-faire un peu aussi, par son expérience. Et après, je voulais remercier Arrigas beaucoup parce qu'il a été vraiment derrière beaucoup et au CODIR plus largement. Merci à Emmanuel d'avoir animé ces sessions. Je remercie de tout mon cœur Ariadna et je lui souhaite de finaliser une belle thèse sur le pharmacien global. Je voudrais remercier tout mon comité de direction. Ici, je n'ai que 1 ou 2 membres seulement, je crois, non, Julien Mallet, Florence Molandalès, Didier Nativel,
Isabelle Léglise, Mathieu Quay, qui se trouve en Inde en ce moment, qui ont fait tourner la baraque pendant 4 ans. Je voudrais aussi remercier beaucoup le CEPED, qui a géré plus des 3/4 du budget du GRIP. Les gestionnaires du CEPED ont souvent râlé contre nos projets, qui faisaient faire des tas d'activités à des gens qui n'étaient pas formellement inscrits dans notre labo. Mais ça a été aussi une des chevilles ouvrières du GRIP et on s'en est pas du tout rendu compte. En particulier, je voudrais remercier ma nouvelle secrétaire générale au CEPED, qui est Julie Rust, qui a réussi à boucler les budgets, en fait. Voilà. Merci aussi à l'assistance dans cette 24 heures. Il y a toujours eu entre 20 et 30 personnes connectées. Y compris à l'autre bout du monde. Y compris à l'autre bout du monde. Donc, on a eu au moins 300 personnes, d'une façon ou d'une autre, qui ont été participants de ces 24 heures. Merci beaucoup à tous. Et toutes les 24 heures vont être accessibles dès qu'on aura dormi 24 heures, seront sur, de toute façon joignables sur civiccity.org, mais directement aussi sur, pardon. C'est la globalisation. On vous appelle de l'autre bout du monde, on l'heure du réveil. On va vous donner le budget. Très bien, merci beaucoup à toutes et à tous. C'est important, on peut réécouter. C'est très important. Elles vont être construites heure par heure, donc on peut aussi juste se focaliser sur un thème. Et il faut attendre combien de temps Plusieurs jours, plusieurs semaines avant de les avoir complètement en ligne? On attaque le boulot dimanche. Bon. Merci à tous et à toutes.